Et bienvenue dans cette nouvelle soirée de l'info. On est content de retrouver, pas avec Luc à la régie cette fois-ci, mais Léna qui fait son baptême du feu. Voilà, on est content de retrouver pour cette nouvelle émission. Cette semaine, évidemment, je ne suis pas tout seul et je suis bien accompagné. Je vais commencer avec ma droite avec Guito. Comment est-ce que tu vas? Ça va et toi, Jules? Ça va. Je vais essayer de ne pas te libérer trop tard. Toi aussi, Idriss, parce qu'après, vous allez voir le match. Donc voilà, on va finir dans les temps. Lisa, pareil, tu vas bien? Ça va, moi je vais pas voir le match, donc j'ai le temps. Ok, bah t'as le temps, super. Idriss, tu vas bien? Nickel, ça va et toi? Ça va très bien. Tu m'as exprimé vraiment ton bonheur de faire cette émission. Exactement. C'est un plaisir partagé pour moi de t'avoir. François? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah de rien, ça fait plaisir. Bon, la formule, c'est la même que la semaine dernière et celle d'avant, et elle bouge jamais. On va commencer avec vos chroniques d'actualité qui sont toutes très intéressantes, même si je ne me rappelle plus exactement des sujets. Ensuite, petit débat. François, tu m'as vendu du rêve sur le débat. Tu m'as dit que ça t'intéressait de ouf, donc j'attends des grandes tirades. Voilà. Et après, un petit quiz pour voir qui est le meilleur journaliste, qui suit bien l'actu. Ça va, vous avez compris, pas de questions? Tout est nickel. Alors, je propose qu'on commence avec ta chronique, Guito. Donc, toi, tu vas nous parler d'une tendance qui fait le buzz sur la toile internet, c'est ça? Exactement, ce soir je vais vous parler d'une tendance TikTok qui prend énormément d'ampleur avec des vidéos qui dépassent les 5 millions de vues. C'est le hashtag PotatoBed, accumule des dizaines de millions de consultations et les tutoreilles se multiplient chaque jour. Ça s'appelle le lit pomme de terre en gros en France. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, jamais. Pas du tout. En gros, ça ressemble à ça, comme vous voyez sur la télé. Et donc, en fait, sur TikTok, on trouve de tout. Déco, routine, beauté, conseils sportifs et désormais, cette méthode qui consiste à transformer son lit en cocon réconfort. Le principe est simple, on retourne un drap housse, on place les élastiques vers le haut, on remplit les bords avec des oreillers, on ajoute des couvertures, parfois même des peluches, puis on se glisse à l'intérieur. C'est une créatrice britannique, Alice Kate, qui a rendu cette technique très visible avec ses vidéos virales où elle explique la méthode étape par étape. C'est comme un berceau pour les bébés un peu, quoi. Ouais, en gros, mais en mode adulte. Aucun lien avec les pommes de terre. Aucun lien, non. Mais pourquoi ce nom du coup? Eh ben, je n'ai pas trouvé. Donc c'est juste, quelqu'un a dit, on l'appelle comme ça et... Exactement. En fait, c'est juste parce que c'est une forme, je pense, j'en ai déduit, un peu comme la tubercule de la pomme de terre. Ok. Et du coup, avec tous les petits coussins, ça peut faire une forme de rondeur comme la pomme de terre. Ok. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est que la tendance, elle divise clairement sur les réseaux sociaux. Personnellement, bon, je trouve ça vraiment pas très pratique. Ça me paraît un peu encombrant et on peut vite avoir chaud. T'as testé le potato bed chez toi? Personnellement, non, ça me tente vraiment pas. Et donc, les internautes ont déjà pris parti sur ce sujet. Et dans les commentaires, certains adorent complètement cette idée-là. Alors, on peut lire des commentaires de tous les sens. J'adore mon lit pomme de terre. Ou j'ai mon premier potato bed hier et j'ai dormi comme un bébé. Ou tellement cosy, on valide. Et encore même, attention, j'ai regardé une série entière en mode patate. Je ne reviens pas de la sensation. Ok. Et une autre personne raconte, OMG, j'ai mangé dedans, j'étais littéralement comme une patate gourmet. Alors, ce qui est choquant, c'est que cette personne mange dans son lit. Ouais, moi, C'est vraiment pas hygiénique. Et donc, il y a aussi les sceptiques, ceux qui sont contre. Certains ont même mis, mais mes pieds ont besoin de respirer en voyant la vidéo. Comment diable peut-on dormir dans un lit aussi encombré où je transpire rien qu'en regardant la vidéo? Et aussi, j'ai essayé le drap, c'est retourné et m'a frappé à l'œil. Bon, voilà. Ça, c'était pour les commentaires. Mais alors, au-delà de ces réactions sur les réseaux sociaux, ce qui m'a étonné sur ce sujet-là, c'est que les experts sur cette tendance TikTok se sont exprimés sur ce sujet. Et la docteure Pascale Augrizek, interrogée par Allo Docteur, explique que la sensation d'être enveloppé légèrement pressé peut aider certaines personnes à se détendre. C'est proche de l'effet des couvertures lestées. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est les couvertures lestées. En gros, pour faire simple, une couverture lestée, c'est une couverture un peu plus lourde que la normale. Elle contient des billes ou des matériaux qui ajoutent du poids. Ce poids exerce une pression douce et ouais, à ce qui paraît, ça a plein de bienfaits, genre le sang il circule mieux, tu récupères mieux, enfin plein de trucs comme ça. Ouais, même au niveau des articulations. Au niveau nerveux et de donner une sensation un peu de sécurité. Et en fait, beaucoup de gens ils l'utilisent pour réduire le stress ou retrouver un meilleur calme au moment de s'endormir, surtout ceux qui sont anxieux la nuit. Alors, cette tendance, elle peut réduire le stress, apaiser ceux qui appréhendent donc la nuit, mais elle précise très clairement que ce n'est pas un traitement de l'insomnie et que ce n'est en aucun cas un remède miracle. Alors après, il y a aussi un autre problème, c'est le problème très concret qui est la chaleur. Enfin, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais il y a au moins
3 à 4 couvertures plus l'ensemble des. Ah, mais en été, à Nice, c'est impossible de faire ça. Voilà. Et en été tout court, juste. Ouais, c'est vrai, peu importe où. Et donc, Anna Shore, experte de sommeil, rappelle que pour bien dormir, le corps doit baisser sa température interne de quelques degrés. Amplifier 5 couches de textile autour de soi, c'est l'inverse du concept. La chaleur reste piégée et le sommeil devient plus compliqué à trouver. Alors, il y a aussi la question du soutien du corps. En empilant coussins et couvertures, on perd en fait l'appui du matelas. En gros, le matelas sert à rien. Et cela peut entraîner des douleurs, notamment au niveau du dos, surtout si on essaye d'y passer toute une nuit. Et les spécialistes concluent que ce concon peut être parfait pour un moment de détente, un après-midi pluvieux, une série Netflix, mais pas pour une nuit complète. Et donc, moi, j'ai une question à vous poser, je termine sur ça. Est-ce que vous tenterez l'expérience juste pour essayer ou est-ce que c'est un non direct? Mais j'ai pas compris, dans le principe, comment ça, le matelas, il sert à rien? Le drap, il est... En fait, les spécialistes, ils ont expliqué qu'en fait, tu mets des coussins partout. Ok. Une sensation d'être comme... Merde, je parle pas dans le mix, pardon. Et donc, en fait, le but, c'est que tu tournes ton drap hausse et tu mets des coussins partout et des couvertures jusqu'à 5 à 6 couvertures, certains. Et après, autour, tu peux remettre des coussins, tu peux remettre des peluches. Certains rajoutent même des LED. Après d'autres, dans le lit, plateau, ouais, tout dans le lit. Donc en fait, tu dors sur des coussins en fait. Ouais, Même, c'est pour ça doit générer des problèmes de dos. Ouais, exactement. Et les spécialistes ils le disent pour regarder un film ou une série, ça va. Mais pour aller dormir toute une nuit, c'est pas possible parce que du coup, les coussins vont créer des douleurs et le matin, on va se lever. Bon, mais même pour regarder une série, je le ferai pas. Hein. Ouais, personnellement, pareil, je suis pas sûr de tenter l'expérience. François? Non. C'est un autre côté. Lisa? Non, je suis désolée. Bon, désolé, Guito, t'as pas eu de succès avec... Moi non plus, j'ai trouvé ça très bizarre. Et j'ai voulu en parler parce que, comme tu l'avais dit, Jules, fallait chercher une actualité un peu plus drôle. Et j'ai dit, allez, on tente sur ça, même si c'est un peu bizarre, cette tendance qui vient de sortir depuis début novembre. C'est un peu bizarre, mais tout ce qui touche au lit sur TikTok, c'est bizarre. Vous avez vu ou pas les trends avec l'intelligence artificielle où les gens, ils se couchent genre dans des lits de cactus? Il n'y a que moi qui ai vu ça. Ah ouais, c'est terrible ça. D'aluminium. Ah, mais c'est mère ou je sais pas quoi. Ah ouais, J'ai vu passer ça. bizarre. C'est terrible. Bon, voilà, une nouvelle tendance chelou sur les lits. Merci Guito pour ta chronique. On va passer à toi, Lisa. Toi, tu vas nous parler d'une légende française, d'un sport, par contre, un peu underground, pas trop médiatisé. Exactement. Alors, je suis moins dans l'actualité, on est plus dans la culture. Et je vais vous poser la question. C'est sûrement un sportif dont vous n'avez jamais entendu parler et qui pourtant détient un record absolument phénoménal, celui d'être le Français le plus titré de l'histoire du sport. Est-ce que vous savez qui c'est? Non. Ah, le sportif français le plus titré de l'histoire, C'est sport confondu. Sur les championnats dans ce qui concerne les mondiaux. Ok, après, si son sport il est vraiment nul et qu'il est tout seul, je vois tous les Obama. C'est Brice de Nice. Non, je rigole. Raté. Non, Du coup, c'est Antoine Albo. Donc, pour ceux qui le connaîtraient pas, il s'exerce dans donc on ne dit pas le windsurf, j'ai découvert ça. On dit le windsurf. Donc, c'était un windsurfer champion du monde à répétition et recordman de vitesse. Un homme qui a passé sa vie à dompter le vent. Alors, pour bien cerner le personnage, Antoine Albo, il naît à La Rochelle en 72, donc il a une cinquantaine d'années. Et à 12 ans, il monte sur la première fois sur une planche à voile et c'est là. ok. C'est le coup de foudre. Et là, tu trouves. Lui, son truc, c'est d'aller vite, c'est pas de faire des figures. Il y a différentes disciplines, Ok. il les a toutes pratiquées, mais là où il a le plus de records, c'est la vitesse. Il y a le Ok. freestyle, comme tu le dis, donc c'est des sauts, des figures, etc. Ça pourrait s'apparenter à le skateboard, en fait, Ouais. de la planche à voile. Mais lui, son truc, c'est la réalité. Ouais. Son truc à lui, c'est la vitesse. Et là où il a battu tous les records et battu tout le monde sur 3 générations, c'est vraiment ça, c'est la vitesse. Donc, il fait des courses contre d'autres gens. Alors non, c'est pas des courses contre d'autres gens. La vitesse, c'est vraiment simplement, purement, juste de la vitesse. Donc, Faut aller le plus vite possible. c'est des records de vitesse. Oh ouais, ok. Pour vous donner un ordre d'idée, on va passer du coup plus sur sa carrière. Il est 27 fois champion du monde. Donc Sébastien Loeb, avec ses 9 titres, peut aller se rhabiller. Parce que 27 fois dans toutes les disciplines confondues. Donc slalom, vitesse, la Formule 1, le freestyle, il a absolument tout gagné. Mais là où il devient mythique, c'est en 2012. Il dépasse les 52 nœuds. Est-ce que vous savez à quelle vitesse ça... Allez, 52 nœuds, mais ça va être aberrant. Ça va être genre 140 km/h. Oh, c'est beaucoup trop. Ah, j'aime ça. 140 km/h, c'est énorme. Il n'est pas sur l'autoroute. Il est sur une planche. Un petit 90. Ouais, on est plus proche de ça. On est autour des 96 Il n'y km/h. avait pas une actu comme quoi il tentait de dépasser les 100 km/h. Ça vient juste après. C'est Ah, la suite de. C'est la Je suis journaliste. Exactement.
Donc en 2015, il passe presque les 100 km/h avec ses 53 nœuds, puis il rebat ce record avec 53 nœuds 49, donc c'est 99 km/h. Ah, il a fait Il a 99 fait km/h. 99 km/h. Frustration. Pour vous donner un exemple, à vélo, 99 km/h, je pense que tu tombes, tu perds quand même un sacré morceau de peau, quoi. Tu meurs juste, tu vois. Ouais, je pense 99 km/h en vélo, c'est. Donc lui, il le fait sur l'eau avec une planche à voile et ça fait plus de 30 ans qu'il est au haut niveau. Je pense que peu de sportifs peuvent se vanter d'une longévité de carrière aussi énorme. Bah, vous connaissez ou pas Philippe Quintet? La pétanque. bouliste. Et bah lui, c'est 17 fois champion du monde. Donc c'est aussi une sacrée Bah, longévité. peut-être qu'un jour, on pourra faire une chronique sur Philippe Quintet. Ah, attention. peut-être, on verra. Mais voilà. Donc il a dominé 3 générations de windsurfers sans jamais rien lâcher. Et du coup, il a ce projet-là dont tu as parlé qui s'appelle le projet Zéphyr. À plus de 50 ans, Antoine Albo, il veut encore battre des records du monde et il veut passer. Alors, l'idée, c'est d'arriver à 100 km/h. Mais bon, il l'a dit plusieurs fois en interview. Le but, c'est de passer la barre symbolique des 100 km/h sur une planche à voile. Pareil, je pense 100 km/h, si tu tombes, l'eau, c'est du caillou. Non, mais Super mal. Oui. tu fais un plat mort. À mon avis, non, mais sincèrement, la 100 km/h, je sais pas si on se rend compte déjà, dans une voiture, c'est très vite. Mais alors, sur une planche à voile, juste en combinaison, hein. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'airbag. Non, tu es en combinaison, tu tiens ta planche et ta voile et bon courage, quoi. Mais là, ça joue pas sur le fait peut-être qu'il va moins vite ou plus vite. Bah, pour le coup, bonne question. Je suis pas sûre parce que pour avoir autant d'années de carrière, c'est déjà qu'il a réussi, malgré en prenant de l'âge, simplement à maintenir un niveau sportif qui est quand même très très haut. Et tu sais où est-ce qu'il bat tous ses records? C'est où l'endroit où il y a le plus de vent? Eh ben oui, et c'est ce qui fait que c'est compliqué de rendre le windsurf plus attractif, effectivement, médiatiquement. C'est en Namibie. Parce qu'en fait, il faut des... Ouais, alors, j'ai le nom de la ville. Si tu me laisses une seconde, je peux te le retrouver. C'est à Luderitz, en Namibie. Voilà, ça ne te dit sûrement rien. Non, vous connaissiez. Bon, je pense qu'il y a personne qui connaît. Ouais. Je me doute juste que c'est à côté de la mer. Hein. Je pense que ça Et en fait, c'est en fonction des saisons, c'est en fonction des conditions géographiques. Ça ne dépend pas que du sportif, parce que bon, s'il n'y a pas de vent, on ne va pas très loin. Ah non. Voilà, du coup, c'est là-bas qui fait le... En tout cas, c'est là-bas qu'il a fait le plus ses records et c'est là-bas qu'il a le plus d'épreuves aujourd'hui de windsurf. Ok. Et il doit... Le nombre de générations qu'il a enterré, les petits jeunes, ils doivent avoir la dalle. Ils sont trop hâte qu'ils prennent sa retraite, je pense. Mais c'est comme Nadal au tennis. Il a pris sa retraite. Qui a enterré la génération 90, là, ça doit être un truc pareil. Ouais, mais là, 25 fois champion du monde, de 25, 27. C'est là qu'il y a quelqu'un. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Et qui est professionnel. Sur ce plateau. Oui, bah oui. Je pense que personne n'a 27 ans. En origine non plus, j'ai pas l'impression. Non, ça a l'air d'aller. Ah, c'était plus. Non, il a vraiment vu passer 3 générations. Il a pris sa retraite en 2022. Aujourd'hui, il entraîne sur son île, donc l'île de Ré, des jeunes. Bon, je pense que quand on est entraîné par Antoine Albo, ça va. Il y a pire. Mais voilà. Ok, bah merci pour ta chronique. On verra si le record, tu sais quand est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Et pour le coup, c'est encore une fois le problème de Ah oui, c'est qu'en fait, même lui, il sait pas. Même lui, il sait pas quand est-ce qu'il va battre ce record. Le jour où il y a une tempête, il y va. Le jour où il y a une tempête, je pense qu'il décolle. Ah ouais. Bon, on lui souhaite de battre le record. Alors, avant de passer à ta chronique, Driss, je vais vous parler d'un tournant important dans le domaine de l'intelligence artificielle. Google vient d'annoncer le lancement de Nano Banana Pro. Est-ce que vous connaissez Nano Banana Pro? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, pas du tout. Absolument pas, non. Et c'est un nouveau modèle de génération et d'édition d'images basé Gemini 3 Pro exactement. Et donc c'est présenté comme un des systèmes les plus avancés du monde. Donc ce modèle, il marque vraiment en vrai un tournant, une montée en gamme très claire parce qu'il offre un contrôle extrêmement fin des images générées. Et donc là, par exemple, sur cette photo, tu peux générer l'angle de la caméra, la profondeur de champ, le flou. Et il y a 14 peluches, tu lui envoies ça, il fait son image. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est particulièrement impressionnant pour les séries d'images où on doit garder le même personnage ou le même style à peu près partout. Genre il est capable de faire, je sais pas, je lui demande de faire le plan de Guito, il fait tout le tour nickel et il n'y aura aucune incohérence en plusieurs images. Donc en revanche, par contre, ce modèle n'est pas accessible gratuitement. Les utilisateurs non abonnés, ils ne peuvent pas l'utiliser pour l'instant. Il faut être un abonné ultra. Bon, je sais pas c'est combien pour être un abonné ultra. Comment? Sûrement De la BSN, quoi. De la BSM? De la BSN ultra. Ah, ouais, peut-être.
Ils peuvent aussi supprimer certains filigrammes visibles sur les images générées, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une version test où tu peux utiliser, mais tu as des vieux filigrammes partout. Du coup, c'est un peu nul. On retrouve une stratégie classique, hein, c'est un outil de plus en plus indispensable, mais qui pousse vers l'abonnement premium. Donc, est-ce que selon vous, des modèles comme ça ultra précis, ça permet d'être plus créatif ou justement ça cadre la créativité? En fait, on va se retrouver avec des images du même style partout. Bah non, là, si c'est plus poussé, en vrai, on aura des trucs un peu plus différents quand même. Mais c'est surtout, ça fait peur en vrai, parce que si ça devient de plus en plus précis, déjà, je sais pas si vous voyez des fois des vidéos d'IA, on n'arrive même plus à savoir si c'est la réalité ou l'IA. Ouais, vous avez vu les vidéos de Thibaut InShape ou pas? Oui. Non, en vrai, moi, je reste souvent triste, mais en vrai, c'est triste parce que ça fait un peu penser à une image de dessin animé. Et je pense que tous ceux qui travaillent dans les dessins animés pour les enfants, si l'IA les remplace, déjà qu'on sait que les gens qui font les voix off, l'IA peut les remplacer et qu'ils ont déjà été en grève, là, ça va encore enlever un métier. Alors que je pense que ceux qui font ça, ils sont passionnés et c'est un vrai boulot, un vrai travail plutôt. Et donc, si l'IA peut remplacer, en vrai, c'est un peu triste. Et aussi, il y a une patte graphique vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est un peu original, on va dire. Du coup, peut-être que tout va se ressembler et il y aura moins de créativité. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Lisa. Moi, je pense que de toute manière, l'IA doit rester une aide et pas prendre la place des gens. Mais ça, c'est depuis toujours, hein. Pour le coup, ça, c'est un travail de graphiste. Et malheureusement, c'est des métiers qui tendent à disparaître. Ouais, carrément. Parce que justement, on se dit, je vais pas prendre un graphiste, je vais faire mes miniatures avec l'IA, je vais faire mes trucs avec l'IA. Et je trouve ça dommage. Ça doit être une aide, mais ça doit pas être le produit final, en fait. Je sais pas si vous êtes allé à Paris récemment, mais ça m'a choqué dans le métro. Il y a le nombre d'affiches avec des IA, même pour des humoristes et tout, qui sont des artistes. Ils en ont rien à foutre. Ils utilisent l'IA, voilà. Donc, moi, je trouve ça Moi, je trouve ça dommage, surtout quand tu as les moyens de pouvoir payer quelqu'un pour faire une photo ou un graphisme, de te dire, je vais passer par l'IA. Je pense pas que ce soit le bon exemple. Ouais, alors, Luc, il nous donne une astuce. On peut avoir Google IA Pro avant décembre en tant qu'étudiant. Donc, vous pourrez tester Banana Pro si vous voulez. Bon, voilà, on verra ce que ça donne et je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de réactions là-dessus parce que c'est assez choquant. Je propose qu'on passe à ta chronique, Driss. Donc toi, tu vas nous parler d'un événement caritatif qui a eu lieu le week-end dernier, c'est ça? Exactement. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler autour de la table. C'est le Stream for Humanity. Alors, c'est un live organisé par le streamer Amine Mathieu à but caritatif. 3 jours de live, comme tu l'as dit. Des dizaines de vidéastes sont alors réunis dans un seul et grand local. Alors, ils ne font pas des dons à n'importe qui, bien sûr. Ils récoltent des fonds pour lutter contre la faim dans le monde, en particulier pour les peuples opprimés dans le monde, en Palestine, au Congo et au Soudan, par exemple. Et ce qui est aussi fort dans cette initiative, c'est que ces dons-là sont filmés pour les habitants sur place. On peut voir leur situation et comment ils reçoivent les dons alimentaires, finalement. Et du coup, ils ont récolté une somme quand même assez conséquente. On va faire un petit jeu autour de la table. Combien ils ont récolté? Je crois que je laisse, c'est... J'en ai aucune idée. Je crois que c'est 1 300 000 1 500 000, un tout petit peu plus. Ouais, c'est ça. C'est 1 500 000. Bon, à l'heure actuelle, pour être plus précis, c'est 1 600 000. Parce que, oui, les dons, bien évidemment, sur les cagnottes des streamers sont désactivés. Mais le merch de l'événement est encore ouvert. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Il y a des petits pulls, des petits t-shirts sympas. Une très belle collection au final. Non, j'ai pas vu. Non. J'ai pas vu. Est-ce que vous avez regardé un peu Stream for Humanity du coup? Moi, j'ai regardé le match de foot. Ouais, moi aussi. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a que le match de foot que j'ai regardé, je crois. Moi, non. À part des extraits un peu sur TikTok, mais sinon, Mais ouais. avec des extraits, mais j'ai pas. Ouais, c'est vrai, j'ai vu un extrait de karaoké de Squeezie, je crois. Sur Ah ouais, TikTok. peut-être, moi aussi. J'ai Ouais, trouvé ça. regardez aussi ses anciennes vidéos, je sais pas, un truc comme ça. Ah oui, avec Maxime. Non, t'as raison, j'ai vu des extraits aussi. Donc, c'est pas le premier événement de la sorte à être réalisé par des streamers. Tous les ans, il y a le Z-Event. Chaque année, depuis 2021, ils réalisent plus de 10 millions d'euros de dons. C'est assez conséquent. Et cette année, ils ont fait encore un record. Je vais encore une fois vous demander combien ils ont fait pour voir qui va gagner. Le Z-Event, c'est aberrant. Ils ont fait genre 14 millions. Je crois que c'est 18 millions. Ouais, j'allais dire 17. Et toi, il va se caler tout le monde? Ah non. Bah, c'est 16. Il n'y a personne qui l'a eu. Ouais, je crois que c'est Guito le plus proche. Ouais. Mais 16 millions, mais c'est tout simplement fou comme chiffre quand même. 16 millions en seulement 3 jours avec des simples streamers dans un local, c'est quand même assez impressionnant. Bon, on va quand même revenir à notre sujet de départ, le Stream for Humanity. Donc, ces 3 jours de stream sont bien plus qu'un appel aux dons. Le but, c'est quand même aussi de divertir les gens. De toute façon, quand on voit les têtes d'affiche de l'événement, je
pense que c'est assez explicite quand on voit des Squeezie, des Inoxtag ou des Rebeux des Terres et Ouais, tant d'autres. Il y avait tout le monde d'Internet en fait. Il y avait tout le Twitch game, comme on dit. Donc, globalement, c'était assez logique. Mais après, il y a tout type de contenu. On a pu voir aussi Emilien, l'ex-maître incontesté des 12 coups de midi. Ah oui, j'ai vu. Nico, il lui a posé des questions de fou. Oui, je suis passé aussi. Il ne citera pas, mais Ouais, on va sur Urban Twitch. ouais, voilà. Je pense que ça ira. Mais ça permet aussi d'avoir tout type de contenu. Et pour l'apothéose du spectacle, bien évidemment, c'était le match de foot. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, au stade Jean-Bouin. Bon, maintenant, ça devient un peu une habitude de voir des streamers organiser ce genre de rencontres. On va pas s'attarder sur le match parce qu'on parlera de sport un peu plus tard avec François. Ouais, de football aussi. Exactement. Donc le match est terminé sur un score de 8-8 et une séance de penalty, ce qui est finalement une belle manière de conclure ce week-end. Ouais, et ouais, il y avait vraiment plein d'événements. Il y avait quoi d'autre aussi? J'ai vu Ava Mind, elle fait un DJ set où il y avait une soirée et tout. Il y avait plein de trucs. Voilà. Est-ce que vous donnez ou pas à ce genre d'événement? Genre par exemple le Z-Event? Non? Bah, Vous n'avez pas honte? bon, j'ai déjà du mal à payer mon loyer, je suis désolée. Et vous n'avez pas honte? Non, je pense qu'il faut apporter de la visibilité en étant sur les lives, en voulant partager, etc. Mais bon, très personnellement, c'est que mon avis, je ne suis pas le prospect pour l'instant pour donner sur ces lives. Les gars? Bon, moi non plus. C'est ça que je me pose comme question en fait. J'ai appris pas beaucoup de et au final, c'est, tu disais combien? 1 500 000. 1 500 000. Après, peut-être qu'il y a des gens qui mettent beaucoup. Enfin, Non, là, qui vont donner peut-être 100 ou 200 euros et ça va vite. Après. Ouais, en vrai, ça peut vite monter, je pense. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. ouais, puis peut-être que quand on a un salaire, c'est déjà plus facile. Oui, aussi, c'est vrai. Donc ça, c'est un événement d'Amine Mathieu. Il a pas aussi annoncé bientôt un nouvel événement où il fait un match de foot Non, pas du tout. Non, je crois pas. Ça, je pense qu'il confond avec le France-Espagne des streamers de l'année dernière, à mon avis. C'est sûr que je confonds avec ça. Bon, mais en tout cas, on va continuer de parler de foot avec François. Donc, tu vas nous parler des qualifications de la plus grande compétition au monde de foot. C'est exact, on va faire un petit tour du monde footballistique, mais ne vous inquiétez pas, Guito, on n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre. Je suis pas non plus expert. Lisa non plus. Donc, on va parler d'Haïti, de Curaçao, de la France et de l'Italie. Des trajectoires qui sont différentes, mais qui se croisent toutes grâce au ballon rond. Donc, on va commencer par Haïti. C'est un pays où le foot, c'est plus qu'un sport pour eux, puisque l'équipe nationale n'a même pas les moyens des grandes nations. Elle a quelque chose d'invisible dans les statistiques, mais il y a quand même une énorme envie. Elle ne s'était plus qualifiée pour la Coupe du Monde depuis 1974. Mais c'est souvent une équipe qui n'a peur de personne, qui va mouiller le maillot, si on peut dire l'expression. Et régulièrement, elle surprend, elle accroche et elle va déranger. C'est une équipe qui joue comme si chaque match, c'était une occasion de représenter bien plus qu'un maillot. Mais ça, c'est grâce à leur leader. C'est grâce à leur gardien. Placide, fervent. C'est quoi? C'est à Bastia qui joue? C'est Ajaccio, ouais, à Bastia. C'est ton moment de briller là, François, là, vas-y. Mais aussi, ça n'a pas été plus facile pour eux de se qualifier parce qu'ils sont en Océanie. Exactement. Donc là, c'est une compétition à combien? 42 équipes? C'est la première fois que ça passe. C'est la première fois que ça passe plutôt, je crois. 48 équipes. 48 équipes, ouais. C'est 48 Il y a beaucoup équipes. plus de qualifiés en Et Océanie. c'est vrai que leur poule était quand même assez abordable, mais ils s'y attendaient pas non plus. On a vu la joie à la fin, la ville, tout ça, et c'était quand même assez extraordinaire les images. Vous les avez vus ou pas? Oui. Surtout en plus, c'est super sympa de voir ce genre d'image quand on connaît la situation du pays. Ouais, carrément. Donc de voir que juste un match de foot peut donner ce genre de scène de liesse, c'est vraiment sympa à regarder. Et puis la plupart des joueurs sur le terrain, je pense qu'il y en a pas mal, ils sont amateurs. Et là, ils vont se retrouver à participer à une Coupe du Monde d'un sport ultra médiatisé qui est pas accessible à tout le monde. Donc ouais, c'est une belle histoire. Ah oui, non. Et puis par exemple, pour revenir sur le gardien, il a 38 ans, et il n'avait jamais connu ça, et même pas, ils n'avaient jamais frôlé, depuis lui, ça fait 20 ans qu'il est gardien, ils n'ont jamais frôlé, ne serait-ce qu'une qualification. Donc là, c'est vraiment énorme pour eux. Donc depuis combien de temps qu'ils n'ont pas été qualifiés? Ils ont été qualifiés qu'une fois, et c'est en 1974. Ouais. Et par contre, il y a une équipe qui a été qualifiée pour la première fois de son histoire. Exactement, et c'est en face justement d'Haïti, dans la même zone. C'est une toute petite île des Caraïbes. On imagine surtout cette île pour des plages, mais pas forcément pour le foot, puisque Curaçao, c'est un peu le petit outsider qui ne fait pas de bruit, mais qui progresse vite avec des joueurs qui sont formés en Europe, donc pas à Curaçao. Et c'est un football plus organisé que l'on croit, avec une capacité à surprendre les adversaires contre qui ils ont joué. Et c'est une nation donc parfaite pour dérailler les pronostics. Preuve en est, eux aussi viennent de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et personnellement, je voyais un petit peu où ça se situait, mais pas plus que ça. Je ne sais pas si vous voyez où c'est exactement, mais c'est au milieu de la mer. Voilà, mais c'est vraiment, on n'entend jamais parler, même
Après, ils ont vraiment mis des gros moyens parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils forment des joueurs qui ont, je sais pas, des grands-parents qui viennent de Lille, ils les naturalisent, mais c'est pas des vrais Curaçaoais, je sais pas comment on dit, mais c'est pas des habitants de là-bas. Ouais, c'est pas des natifs, exactement. Donc, je sais pas ce que vous pensez, moi je trouve ça un peu bizarre. Tu payes des joueurs, tu les naturalises et hop, tu fais briller ton pays comme ça perd un peu de sa magie. De les payer, oui, c'est un peu bizarre, mais après l'exemple des joueurs binationaux, il y en a dans beaucoup de pays. Tu vois, pour le coup, il y a beaucoup d'équipes nord-africaines qui prennent des joueurs binationaux, mais c'est des joueurs binationaux. Oui. Là, c'est des joueurs qui viennent de, je sais pas où, ils les naturalisent. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et sans ça, ils auraient jamais réussi. Bah non, Du coup, parce qu'ils sont même pas 11 dans le pays. De toute façon. non, c'est ça. Des choses qu'ils auraient jamais réussi à même gagner peut-être un match. Je pense que même pas réussir à faire 11, quoi. Donc, désormais, c'est le moment de parler de l'équipe de France. Là, je pense que quand même, Ah ouais, tout le monde s'est qualifié. c'est bon, qui s'est qualifié. Elle a l'habitude des grands rendez-vous. Cette équipe de France, elle est finaliste en 2022, championne en 2018. Mais il ne faut pas non plus voir une force tranquille. Même s'ils sont qualifiés, il y aura des attentes pour les Français à l'été 2026. Bon, il y a bien sûr un mélange de talent, d'expérience qui feront que ce sera un des favoris. On peut les mettre parmi les trois, avec peut-être l'Espagne, l'Angleterre, même le Portugal si on va aller un peu plus loin. Puis l'Italie, quand ils font les compétitions, ils sont beaux aussi, on verra si ils font. Exactement ça, c'est qu'en fait, désormais, on va parler de l'Italie. Elle a 4 étoiles sur le maillot, championne d'Europe à l'Euro 2020. Et bien, elle va de nouveau devoir passer par les barrages, cette équipe italienne, puisque, déjà, on va expliquer c'est quoi les barrages pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un peu comme le dernier couloir avant la sortie. C'est-à-dire, voilà, soit ils se qualifient, ils gagnent, ils ont 2 matchs de barrage. S'ils les gagnent, ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Sinon, c'est fini. Et c'est quand même une très grande nation. Donc, ce serait vraiment dommage pour les fans de foot et en général de ne pas les voir de nouveau à cette Coupe du Monde, puisqu'ils ne se sont pas qualifiés ni en 2018 ni en 2022. Ce qui est paradoxal parce que en l'Euro 2020, ils vont être champions. Donc, Mais c'est vraiment tendu de se qualifier avec les barrages parce que de base, les qualifications, ça se passe que c'est des matchs de poule et du coup, tu as un classement. Tu peux te louper 1 ou 2 fois. Là, tu te loupes une fois, c'est terminé direct. En plus, c'est même pas match aller-retour, c'est match à une seule, match unique. Et du coup, vous savez ou pas comment ils décident où est-ce que c'est joué? Parce que tu as un avantage, non, quand tu joues à domicile. Oui, mais du coup, je crois que l'Italie joue le premier match à domicile et le deuxième, c'est à l'extérieur. Ouais. ils jouent le Pays de Galles, je crois, le premier match. Et après, c'est de Bosnie. Il me semble qu'il y a Bosnie, je sais plus après s'ils gagnent, mais ça va pas être des matchs faciles. Oui, c'est Irlande du Nord. Irlande du Nord, ouais. Donc, c'est là en fait où le football il devient un peu passionnant parce que là, on a vu des trajectoires complètement différentes. On a des nations qui tremblent comme l'Italie alors qu'elles sont censées passer haut la main pour cette Coupe du Monde. Des favoris comme la France qui vont devoir confirmer et des équipes comme Haïti ou Curaçao qui rêvent de provoquer la surprise. Pourquoi pas déjà gagner un match à la Coupe du Monde? Ça serait déjà très bien pour eux. Parce que là, ils affrontaient des pays Voilà, c'est ça. dans l'Océanie qui ont un niveau. Ça va être très moindre. compliqué. Là, ils tombent contre une équipe sud-américaine ou européenne, ils se font taper. Oui, je pense que les équipes comme l'Autriche, même l'Albanie, tout ça, je pense que ça reste à des années-lumière d'une équipe comme Haïti et Curaçao, je pense. Ça fait 2 fois que tu dis la France favori, mais moi, je trouve qu'on n'est pas si favori que ça. Non plus. Pour moi, elle fait quand même partie des top 3, avec sur le papier, avec l'Espagne et l'Angleterre, c'est quand même les 3 équipes qui ressortent le plus pour moi. Sur le papier, mais peut-être pas forcément. Ouais, ça fait 3 ans qu'on n'est juste pas bon sur le terrain. Après, il ne faut pas oublier que Didier Deschamps a beaucoup de chance quand même. Et que pour sa dernière, autant il va sortir un dernier coup de magie. Enfin, moi, je pense il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas les surestimer non plus, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle finale. Ouais, on verra. Léo Altobelli, le fact-checker, a dit que pour l'Italie, au premier tour, c'est l'Irlande du Nord. Et après, au barrage, Pays de Galles ou Bosnie. Voilà, Pays de Galles ou Bosnie, ok. Voilà, donc on verra ce qui se passe. Il reste combien de places à peu près qui vont pas il y a 8 places, non? En Europe, il en reste que 4. Ah, il en a que 4. Oui, mais après, si on compte l'Amérique, après, il y a les barrages intercontinentaux, il n'y a que 2 places. Ouais, du coup, il reste 6 places. 6, voilà, ça se passe. Donc, voilà, on verra. Les taux se resserrent et ça devient de plus en plus tendu, on verra. Vous, qui n'êtes pas forcément spécialiste de foot, comme la Coupe du Monde, vous regardez, vous suivez. Oui, ça va. Quand même. Ouais, victoire en 2010, vous avez fêté. Oui, sûr. Mais moi, cette année, je suis une fervente défenseuse, je sais pas. Défenseuse. De Marnès à Cliouche et je mets ma pièce sur lui pour faire une belle performance sur la Coupe du Monde. En plus, il a été sélectionné là. Ah oui. Il a marqué un but. Donc. Il a marqué un but sur le dernier match. Je crois que c'était, je vais dire une connerie, je crois que c'était Arabie Saoudite. J'ai un doute. Non, c'était Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. À Cliouche, c'est un binational justement algérien, non?
Exactement. On lui a proposé ou pas l'Algérie? Ah oui, mais ce sont tous les binationaux algériens, ils sont proposés. Hein. Ryan Cherki, c'était pareil. Hein. Ah ouais. Bon, il a choisi la France. Tant mieux pour nous. Pour toi. Oui, apparemment. Ouais. Non, Oui, il aime bien l'équipe. Oui, je supporte les deux. Dans tous les cas, je suis gagnant. Ouais, voilà. France-Algérie, c'est pour qui? Déjà, il faut que l'Algérie ça. Non, la Coupe du Monde, je suis pour l'Algérie. Que... Voilà. Ah ouais? Ouais. Bon, ouais. En vrai, ça peut se comprendre. Bah, surtout qu'il a déjà vu la France gagner, donc. Ouais, il a compris mon raisonnement. Il est dans ma tête. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, sans connaître forcément les compositions, les systèmes de jeu, on peut suivre cette Coupe du Monde, puisqu'il peut y avoir des surprises qui peuvent nous donner de revoir même la prochaine Coupe du Monde. Ouais, carrément. Bah, on verra du coup 2026, été 2026. Été 2026. Mexique, Canada, États-Unis. États-Unis, ouais, c'est ça. Bon, on verra, on sera très attentif là-dessus. Merci pour vos chroniques qui étaient très intéressantes, surtout le lit pomme de terre, c'était énorme. Et on va passer tout de suite au débat. Alors, en 2025, selon une étude Ipsos, 70% des Français possèdent au moins un abonnement payant à des médias. Et le budget moyen au contenu d'information payant atteint 26 € par mois. Alors, pourtant, 57% des Français déclarent refuser de payer pour accéder à de l'information. Et ce dilemme, il pose une question. Est-ce qu'il faut rendre les médias plus chers pour garantir un peu leur qualité, ou est-ce qu'au contraire, il faut les rendre plus gratuits pour préserver l'accès démocratique à l'information? Alors, première question, à part Caféine qui nous est fourni, est-ce que vous payez pour un média? Même chaîne de télé, dans un sens, c'est un média. Non. Moi, indirectement, oui, mais parce que j'ai le pack Canal Family pour suivre tous les matchs et BetClick Elite pour suivre les matchs aussi. Ok. Ouais, pareil pour le sport, j'ai Canal+. Ah oui, ok, d'accord, oui, Canal, bien sûr. Et je pensais que tu disais les médias. Techniquement, J'avais presque toi dans la tête. Après, de temps en temps, j'achète l'équipe. Voilà, je ne l'ai pas, j'ai pas l'abonnement, mais sur les belles unes, je pense à Roland Garros ou la une de Valentin Rachereau il y a pas si longtemps. pendant les Jeux Olympiques. Ou les Jeux Olympiques, c'est des unes que j'encadre. Donc oui, de temps en temps, ça m'arrive. Alors, un premier point important, du coup, c'est la qualité de l'information. Est-ce que, d'après vous, pour justement garantir la qualité de l'information, c'est important qu'on la fasse payer? Non. Non? Pour moi, l'information, pour une question de bien, enfin, c'est un bien public, l'information, et pour que ce soit simplement accessible à tout le monde, et ça devrait l'être, la réponse est non. Après, tu ne peux pas rendre tout gratuit, mais l'information brute, la plus importante, on va dire, oui, elle devrait être gratuite. Et surtout pour éviter les fake news, parce que maintenant, c'est très simple sur les réseaux sociaux de lire le titre, tu appuies sur le lien, tu vois que c'est réservé aux abonnés et tu vas te contenter du titre. Et après, les gens vont aller en parler soit sur les réseaux sociaux, soit au travail, soit en famille. Dire, j'ai vu ça sur, je dis n'importe quoi, Nice Matin ou Le Monde. Et en fait, c'est totalement faux parce qu'ils n'ont pas lu la fin de l'article. Et même des fois, quand les articles sont gratuits, quand on lit les commentaires, on a l'impression que les gens n'ont pas lu l'article. Du coup, tu es là, bon... Et ça peut bloquer un peu sur ça. Et puis justement, des fois, ils font des titres et des chapeaux un peu aguicheurs C'est hyper pour pousser à la consommation et du coup, des titres qui portent un peu à confusion. Après, il faut aussi se mettre du côté des médias parce qu'il y a une baisse des revenus publicitaires depuis 10 ans. Du coup, moi, je pense que c'est une dépendance un peu au financement pour garantir une bonne information. Il faut bien qu'ils soient rémunérés d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, ça c'est sûr, mais après, est-ce que à contrepartie, par exemple, pour des médias comme Nice Matin, tout ça, est-ce qu'ils peuvent pas essayer de baisser, par exemple, leur journal papier pour qu'un plus grand nombre de personnes aient accès, tout en gardant leur abonnement en ligne au même prix? Parce qu'on sait que la presse papier est de moins en moins lue. Ouais, mais je pense qu'ils vendent même plus de presse papier quasiment. Si. Ah ouais, il y en a- La PQR, ça se vend encore. Ça se vend. Ça marche encore. Non, moi, en fait, il faut choisir les formats qui sont payants. Je pense que les formats qui sont travaillés, qui demandent du temps, des métiers, de réalisation, etc., c'est des formats à payer, puisqu'il y a des gens qui travaillent derrière. Exactement. Produire de l'information vérifiée, en vrai, ça coûte cher. Hein. Un reportage, des déplacements, même une expertise, j'en sais rien, un juge, ça coûte grave cher. Mais les médias indépendants, ça existe aussi, par exemple Mediapart, je crois, eux, ils t'apportent une contribution que vous ne trouvez pas que ça peut être une solution? Oui, il y a ça comme solution, et il y a aussi la solution, et j'allais rebondir ce que tu as dit, les publicités aussi. Moi, je sais que par moment, pour pas citer, mais Nice Matin,
Par moment, quand des articles m'intéressent, je regarde la publicité. Et ça me dérange pas de regarder 20 secondes de publicité. De toute façon, maintenant, la publicité, il y en a même sur TikTok quand tu ouvres l'application. Donc, regarder 20 secondes, 20 secondes de publicité, pardon, je vais arriver, pour lire un article, moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais après, je sais pas. Je pense que c'est un débat qui est... Et puis même, des fois, tu payes un abonnement et tu as quand même des pubs. Bah, par exemple, Canal+, en vrai, t'as des pubs tout le temps. C'est une chaîne télé, enfin, c'est une vraie chaîne télé. Quand vous cliquez pour regarder un live, est-ce que avant de voir le direct, il y a une pub comme sur YouTube? Ah oui, Ça, c'est nouveau, ça. C'est vrai que c'était avant, non, mais depuis quelques mois, oui. mais même sur Oui, Twitch, maintenant, à chaque fois que tu ouvres un live, t'as une pub. Ah ouais, ça c'est insupportable. Bah, le pire, c'est YouTube. Ouais, YouTube, c'est de plus en plus, par contre. une minute, des fois. YouTube, c'est vraiment de plus en plus. Donc ça, c'est du côté de la qualité de l'information, mais du coup aussi, une information gratuite, je trouve que c'est un enjeu démocratique essentiel. C'est important que le peuple il puisse s'informer à bas prix ou quasiment gratuitement. Ouais, exactement. Mais après, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça coûte cher aussi quand même de pouvoir informer les gens. Donc, il faut trouver un juste milieu. L'idée des pubs de Théo, elle était pas mal quand même sur Nice Matin. Mais ce serait mieux que ce soit gratuit. Et puis même pour nous, ça nous arrangerait quand même. Et puis même, je pense que ça pourrait favoriser un écart des classes. Parce que du coup, dis-le. Non, vas-y. Ok. Du coup, les classes les plus aisées, elles ont accès à payer de l'information. Donc, elles ont de l'information de qualité. Et les classes les plus faibles, elles se retrouvent à regarder sur Twitter. Tu as 2 fake news, une bonne information. Et du coup, ça accentue encore plus l'écart. Ouais, non, c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, Jules, c'est ce que j'allais dire. Les médias, mais ça remonte à très longtemps. Avant, ceux qui lisaient les journaux et tout, c'était des gens qui étaient dans la noblesse. Et on a essayé de démocratiser tout ça. Et je crois qu'on est en train de revenir en arrière. Et en fait, toutes les personnes qui travaillent tous les jours, mais qui, on va pas dire sous-payées, mais qui ont des petits salaires, ne pourront pas s'instruire. Et je pense que c'est quand même grave. Et je pense qu'il y a quand même des solutions. Mais après, il faut noter aussi, et on peut le dire aussi, futur journaliste, qu'il faut aussi qu'on soit payé. Parce que pour donner de l'information, c'est pas si simple. On n'est pas juste derrière en train d'écrire sur un ordinateur. Il y a des interviews, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et déplacements surtout. Ouais. Et le prix de l'essence aussi joue aussi beaucoup énormément. Et je pense que il faut faire attention à ne pas laisser une classe sociale d'un côté. Du coup, ça pose une question. D'après vous, c'est plus important d'avoir une information de qualité ou accessible finalement? En fait, c'est ça. Pour moi, franchement, ça reste l'accessibilité parce que pour le bien commun de tout le monde, il y a des informations qui sont nécessaires de connaître. Et je pense aux situations à Gaza ou ce genre de choses. On ne peut pas passer à côté de ça. Ce n'est pas des informations qu'on peut faire payer, c'est des informations qu'il faut faire entendre. Et il faut savoir dire les choses simplement. Après, voilà, si on veut faire une enquête, si on veut aller sur le terrain, effectivement que ça va être payant. Mais l'information de base, qui est une brève, c'est qui, c'est quoi, c'est combien, c'est où, ça doit être accessible simplement. Mais du coup, de ton côté de journaliste, tu trouves ça pas un peu frustrant de ne pas pouvoir donner une information de qualité parce que justement, il faut la rendre accessible et limiter les coûts? Si, c'est frustrant, mais après, c'est un choix d'édition. C'est comme tout. Tu vas passer, sincèrement, aujourd'hui, avec l'AFP, tu vas passer 20 minutes maximum à faire un papier pour dire ce qui se passe. Effectivement, si tu dois prendre l'avion, si tu dois partir faire un reportage avec tes caméras, une équipe, oui, évidemment que tu as envie d'être payé plus. C'est juste normal. C'est pas le travail au mérite, mais c'est le travail à la qualité du contenu, là, pour le coup. Et du coup, maintenant, souvent, les médias, pour rester gratuits, ils s'appuient sur la publicité, on l'a dit, mais pas que, les données personnelles. Vous, ça vous dérange ou pas de donner vos données personnelles pour avoir accès à une information? Je pense que la vraie question, c'est qui va dire non. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est dur, bien sûr. En fait, on est déjà tellement surveillé que, on a envie de dire un de plus, un de moins. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ouais, vraiment. Donc, pour conclure un peu, d'après vous, ça serait quoi le modèle idéal pour vous pour avoir une information? Qu'est-ce que vous seriez capable de faire comme compromis de votre côté de consommateur? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que ça ne me dérangerait pas de regarder des publicités. Mais après, j'allais revenir un peu sur ce que tu as dit là. En vrai, je pense qu'il y a aussi maintenant la course à l'information.
qui fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a certains rédacteurs en chef, je sais pas, après, j'ai pas fait partie de rédaction, mais je pense qu'ils veulent sortir l'information tout de suite. Et donc, du coup, de courir après l'information peut aussi dégrader un peu ça. Heureusement qu'elle est Pas carrément. mais sur l'aspect de la gratuité, oui, ça serait mieux. Mais je pense qu'il faut aussi préserver notre métier qui est primordial pour la liberté d'expression et la démocratie. Elisa. Alors là, je le rejoins. J'ai rien à ajouter de plus. Ah ouais, franchement, mais rien à dire. C'est complet. Pour parler de l'AFP, ils ont signé un contrat avec Mistral AI, justement pour entraîner un modèle qui rédigerait les dépêches à la place des journalistes. Bon, voilà, c'est une petite info. Ça régale pour nous, vraiment. Bah, on en aura revient à ce plus de que c'était tout à l'heure. Il n'y a plus de desk. Il y a plus de desk, mais c'est pour des questions d'économie. Bon, on verra ce qu'il advient de ça. Merci pour ce débat. Je propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, le petit quiz. Alors, Lisa, ne regarde pas mon écran. Je baisse un Regarde peu pas. la luminosité. 5 questions, niveau. En vrai, si vous informez, ça va. Vous, c'est quoi un peu votre routine pour vous informer au quotidien, François? La radio le matin, quand je me lève. Et après, j'ouvre caféine quand je peux. Après, pas tous les jours. Romain Chardin, regarde pas les C'est pour ça, pas tous les jours. En général, le lundi, médias réels, tout ça. Mais Ouais, via les réseaux, quand on défile sur notre téléphone, un peu la télé, et voilà. hein. Moi, c'est que les réseaux sociaux. Et la radio aussi, quand même, un peu aussi. ouais, ma radio. Des fois agité, mais sinon que les réseaux. Je m'informe sur TikTok, normal. Je suis journaliste. Du côté clip. Ouais, moi je fais un petit peu sur Twitter et puis le matin en arrivant, je fais souvent sur Nice Matin une petite veille ou ce genre de choses, mais rien de très très poussé. Hein. Non, moi, j'écoute la radio le matin. Et après, réseaux sociaux aussi. Et puis le soir, un JT quand j'ai le temps. Bon, je propose qu'on passe à la première question. Vous pouvez jouer dans le chat, vu que vous êtes quand même 12 000. N'hésitez pas à jouer. Dans la nuit... Alors, je précise, vous avez le droit de me couper une fois pendant ma question pour donner la réponse. Pour l'instant, je l'ai pas. Pour l'instant, c'est un peu court. Mais n'attendez pas que j'ai fini la question, parce qu'après, s'il y a quelqu'un qui coupe, vous allez râler. Mais vous avez le droit de me couper. Alors, dans la nuit du 20 au 21 novembre, a eu lieu Miss Univers à Bangkok. Donc, notre représentante, c'était la française Eve Gilles. Vous devez la connaître, c'est celle avec les cheveux courts. Ma question, elle est simple. Pour son costume national, en quoi la Miss Jeanne France d'Arc. 2025 était-elle déguisée? Jeanne d'Arc, point pour Lisa. Exactement. Donc, elle a choisi... Ça, c'est TikTok, ça. Ça, c'est dit. Ça, c'est TikTok. On n'a pas les mêmes pourcents, en tout cas. hein. Donc, elle a choisi de se déguiser ainsi pour symboliser la liberté et la paix. Donc, Jeanne d'Arc, bon, en vrai, vous connaissez, mais c'était une chef de guerre et sainte de l'Église catholique. Elle est souvent considérée comme une héroïne de l'histoire française. Bon, la FJ, elle n'a pas atteint le top 12 de la compétition, malheureusement. C'est la Mexicaine Ophélie Medzino qui a été couronnée Miss Univers 2026. Une décision qui fait débat. Hein. Je sais pas si vous avez vu passer. Non. Ah, vous n'êtes pas très informé. Pour Ouais, ça l'a- l'information, je peux te la donner si tu veux. Dis-moi. Quelques jours avant, elle a été, alors pardon pour les mots, mais ce sont des termes traités de débiles par l'organisation. Et du coup, là, elle a gagné. Et ça fait débat sur les réseaux Mais parce oui. qu'on dit qu'elle a gagné et que tout était une mise en scène pour faire voir une femme forte, qui se laisse pas abattre face à une organisation, pour le coup, qui a été misogyne hein, sur ce coup-là. Du coup, voilà, ça me fait polémique. Ou peut-être que justement, il y a eu une polémique comme quoi elle s'est fait traiter de débile et l'organisation, elle a voulu se rattraper. Oui. Du coup, ils l'ont fait gagner. Vous en pensez quoi des concours de beauté? Est-ce qu'en 2025, c'est vraiment nécessaire? Non. Ouais, ils ont avancé dans le. Standing, on va Ouais, dire. C'est le mot. Vous pensez que c'est mieux, enfin, c'est adapté au Moi, je pense que ça 2025? plaît à beaucoup de femmes, hein, parce que vous n'avez pas l'air de trop regarder. Moi, si j'étais à fond. Ça plaît, ça fait de l'audience, donc ça continuera. Mais après, effectivement, même si les standings ont évolué et qu'on n'est plus sur les mêmes choses qu'auparavant, bon, ça reste très stéréotypant, on va dire. Ouais, beaucoup de critiques et Ouais. tout ça. Donc, et on oublie les hommes dans l'histoire. Les Mister France existent aussi. Ça marche beaucoup moins, bizarrement. Bah, mais d'armes. Notre ancien prof de médiatonique, Fabien Hill, il a présenté, je crois, Mister France. Je croyais que c'était présenté aussi. Il a le niveau pour être Mister France aussi. Mais non, faut pas oublier les hommes aussi.
on avance chez les femmes. Bon, on le voit avec Eva Gilles, par exemple, mais aussi avec les hommes, je pense. Il ne faut pas oublier. Bon, en tout cas, point pour Lisa. On va passer à la deuxième question. L'État, c'est un juste prix. Donc là, pas besoin d'être pressé. Vous allez chacun donner un chiffre, un nombre, pardon. L'État a récemment publié un rapport concernant la restauration de son patrimoine. Donc, c'est vraiment ses collections d'art, ses immeubles, tout. À combien est estimé le prix de ces restaurations, d'après vous? Ça se compte en beaucoup. Milliard. Je sais pas. Oh, j'en ai aucune idée. Un milliard, c'est Ouais. Milliard, c'est énorme. Milliard. Pas possible. Non, c'est pourri. Eh, mais alors, je vais vous citer, par exemple, ils ont 1250 immeubles, hein, l'État. Attends, Et, c'est un petit au hasard, ils ont, je sais pas, l'Arc de Triomphe, ça appartient à l'État. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais, en comptant que je crois que la Tour Eiffel elle a vraiment mal, je crois. Moi, je vais dire un chiffre au hasard parce que j'en sais rien et je vais dire 600 millions. 600 millions, ok, Théo. Driss. Ah, ils sont Vous lancez. Moi, je le dis en dernier, vas-y. Comment c'est C'est une stratégie de. Non, franchement, vas-y. Ok, bah vas-y, 1 milliard 300 millions. Ok. 1 milliard 600 millions. Ah, il s'est placé au-dessus. 1,1 milliard. Ah, oui, bah, je crois que c'est François, parce que c'est 2,5 milliards d'euros. C'est toi le plus proche. C'est énorme. Donc, selon le rapport, comme je disais, 1250 immeubles dont l'État est propriétaire, d'énormes besoins financiers. Ça concerne la restauration des murs, de toitures, aussi du coup la mise en sécurité des collections, l'adaptation aux effets climatiques, bon, là aussi la remise aux normes de bâtiments classés, enfin plein de trucs, du coup 2,5 milliards d'euros. C'est vrai qu'en plus, on a beaucoup d'argent. Ouais, faites des dons s'il vous plaît. Fast Stream for Humanity. Bah, pour ça, ils font notamment, je sais pas si vous avez vu, la FDJ, il y a des tickets à gratter Mission Patrimoine. Ah, je savais même pas. Et bah voilà, il y a ça. Du coup, tu peux acheter ton ticket à gratter. Bon, je crois que c'est 15 € le ticket à gratter. 15 euros. Et il y a une partie qui est reversée à la Fondation du Patrimoine. 50 centimes sur les 15 Berne. Ouais, c'est ça. Prendre 20 centimes sur le plein FO. Bon, ça fait un point pour Guito, un point pour Lisa. À ma gauche, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ah, moi, ça, je l'avais dit avant de commencer. Hein. Ouais, C'est moi qui ai le poison, je crois. C'est quel pays là? C'est moi qui ai le poison. Tu as voulu me voler là. Bah oui, c'est moi. Ah oui, bah, bon, un point. Bah, Guito, réveille-toi. Moi, Guito, il a été honnête. Bon, troisième question. Elle est peut-être un peu dure, mais vous pouvez deviner. Ce jeudi 20 novembre, le tableau Le Rêve est devenu le plus cher jamais vendu pour les tableaux faits par une femme. Je l'ai. Qui est l'autrice Frida. Frida Kahlo. Exactement, c'est Frida Kahlo qui a peint ce tableau. Donc, l'autoportrait de l'artiste peintre mexicaine, morte en 1954, s'est vendu à 54,66 millions de dollars, donc 47 millions d'euros. Et il a été vendu par la société Sotheby's à New York. Sotheby's. Ça se dit Sotheby's en France. Ouais, en gros, c'est ça. À New York. Deuxième point pour Lisa. C'est énorme. J'ai fait du web ce matin, c'est pour ça. Ah, du coup, t'as vu l'info. J'ai fait une veille ce matin, donc c'est bon, je l'ai vu passer. Vous avez pas révisé, les gars? Qu'est-ce qui se passe? C'est inquiétant là. Celle-là, franchement, elle est facile. C'est un peu une question de rapidité, je pense. Quel acteur américain a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière cette semaine? Et son nom? C'est pas. Attendez, Il est ultra connu. Tu peux répéter? j'ai oublié son nom. Quel acteur américain a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière cette semaine? Peut-être que Léo, il l'a dans la régie en vrai. Au cas où. Ouais, mais Léo, surtout, je vais donner les réponses. Léo, tu l'as dans la régie, toi, au pire. Il avait déjà à la base. Bon, je vais vous dire un film, mais là, pareil, il va falloir aller vite. Mission Impossible. Oh non. On est choqués. Top Gun. Tom Cruise. Tom Cruise, Tom bah, Cruise. Moi, j'avais peur de dire n'importe quoi. Point pour toi. On donne le point là? Franchement, ouais. Ouais, donne, s'il te plaît, donne. Donc, c'est la cérémonie des Governors Awards à Hollywood, organisée par l'Académie des Oscars, qui a récompensé la légende du cinéma. Alors, au cours de sa carrière, Tom Cruise, il a été nommé 4 fois, sans jamais remporter la statuette. Donc, l'autre consolation, Oscar d'honneur. On est content pour lui. En plus, je suis sûr qu'il est. Oh, je pense Il est que content d'avoir une petite ça va. conférence dans sa maison. Il n'y a pas à plaindre. Ouais. On va passer à la dernière question. Question pour François. J'ose le dire, question pour François. J'ai la pression comme ça, si je l'ai pas. Les autres, bah toi, vu que tu as fait une veille, peut-être tu vas l'avoir. Je sais pas. Euh, Si c'est encore, c'est pas. C'est sûr que je l'ai pas. Xavier Emmanueli, une personnalité corse, s'est éteinte à l'âge de 87 ans Et te dire là. cette semaine. Elle est simple la question. Qui était-il? Un acteur. Pas un acteur.
Bon, un homme politique. Non, c'était dans le cinéma. Un homme politique, pas dans le cinéma. Ah, bah, un chanteur. Pas un chanteur, non. C'est un peu... Oh, François Hollande. Non, mais François, là, Là, Le pire, c'est que j'ai lu l'article. C'est ça le T'as pire. lu l'article J'ai lu l'article, mais je sais plus. Qui était-il il a fondé quelque chose en rapport avec la santé. Non, je pense. Ah oui, le SAMU social. Exactement, c'est ça. C'est le SAMU social. Fondateur, bravo, c'est un point. Fondateur et président d'honneur du SAMU social et reconnu pour ses engagements humanitaires. Il est mort ce dimanche à Paris après un malaise probablement cardiaque, a annoncé l'organisation. Il avait 87 ans. Il est aussi également, petit flex, cofondateur de Médecins sans frontières. Donc c'était un médecin originaire de Corse par ses deux parents. Et il s'est également tourné vers la politique entre mai 95 et 97. Qu'est-ce qui avait dit qu'il était dans la politique? Pas moi. c'est moi qui ai dit ça. Bah t'as pas de point. Moi, je m'en fous, j'en sors avec un point, je suis déjà Ouais. Il a occupé le poste de secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire d'urgence sous Jacques Chirac. Voilà. Donc un grand homme de Corse. Un peu la honte parfois là-dessus. Non mais ça touche à... Tu as fait exprès. Bon, on a le temps. Léo, il m'a concocté d'autres questions. C'est sur la France en Coupe du Monde. Ah oui, ah bah. Oh là, Alors, des questions pour On scotche Driss, comme ça je suis sûr de gagner. Je sais pas si c'est que du foot. C'est que du foot. Non, Léo, Mais c'est pas... C'est Ça la abuse. culture. C'est pas de la... On n'est pas obligé de le foot pour le savoir. par Zidane. En quelle année la France a-t-elle participé pour la première fois à la Coupe du Monde? 1938. 1934. Non. 1932. 42. Personne ne l'a dit. 45. Ouais, non, Qu'est-ce qu'elle a dit? c'est 45, c'est pas vrai. Qui est-ce qui a dit 34? C'est moi. Quand il a dit 38, j'ai C'était pas loin, c'était la première édition en 1930 face à l'Uruguay. Et qui est-ce qui avait gagné cette édition? Bah, l'Uruguay. Voilà, l'Uruguay chez eux. Bon, ça, c'est les. Moi, j'ai dit 32. 32, c'était l'euro du coup. À part, Ça n'existe pas. Après, l'euro en 32, je sais pas s'il existait non plus. c'est pas grave. En quelle année l'équipe de France a raté la Coupe du Monde pour la première fois? Donc, 94. ouais, exactement. La finale. Ça gagne en 98. Donc, ils avaient été éliminés par un but dévastateur de Kostadinov à la dernière minute. Kostadinov qui est de quelle Bulgarie. Voilà, on s'est fait éliminer par la Bulgarie. Franchement, c'est honteux. En 94. Ouais, bah, au moins 4 ans après, on a gagné. Donc. Dernière question. En quelle année l'équipe de France a été pour la première fois en demi-finale de Coupe du Monde? Ouah, les questions de fou. Depuis 98. 1982. 1950. Ouais, tu te rapproches toi un peu. 45. Pense quelque chose. 55, c'est pas possible, c'est tous les 4 ans. Tu n'as pas compris. Ça fait 6 questions. Bon, c'était en 1958 en Suède. Ils ont été éliminés par le tout jeune Pelé qui allait chercher sa première Coupe du Monde. Bah ouais. Je sais qui c'est lui, au moins. Oui, j'ai ça. Bon, j'ai 2 autres questions. Mais Sur le foot encore? Parce que pour l'instant, Driss, c'est encore le foot. Ah ouais, ça me donne des points. Attendez. Quelle année l'équipe de France a été pour la première fois en demi-finale, ça je viens de le dire. Oui. Non, on en est où là? Je sais pas. Il y a d'autres questions? Ah si, oui. En quelle année le numéro 9 français Juste Fontaine a explosé le record de il a mis 13 buts. 54. Il avait mis 13 buts. Ouais, 13 buts. 54. Et c'était en 58. Vite. Point pour Driss, mais aussi point pour François parce qu'il a donné 13 buts. Voilà. Alors au cumulé, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il a gagné. Parce Bah, que c'est celui pas qui a tout. gagné, il a une place au Master Quiz. Master Quiz qu'on va faire avant Noël carrément. C'est la taper un truc. On décide qui est-ce qui a. Je sais pas. Moi, dans mon cœur, Après- j'ai gagné parce que le foot, ça compte pas. Ouais, en vrai, est-ce qu'on compte les questions foot? Moi, Oui, on compte. Moi, j'ai gagné. Moi, j'ai gagné que grâce aux questions foot, donc pas trop mérité. Ah, dans la régie, on nous dit que tu as eu la question cinéma, du coup que tu gagnes parce que c'est pas que le foot. Ah oui. Félicitations Driss, donc tu as ta place au Master Quiz. Je sais plus c'est quand la date, mais c'est dans la semaine, donc tu pourras y aller. C'est excellent. On touche à la fin de cette émission. Merci d'avoir été là, c'était vraiment sympa. Merci à toi. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut!